Il est 13h, bonjour à tous, merci de votre attention. Tout de suite, les titres à la une de l'actualité. L'immatriculation des professionnels des filières agricoles, la création d'un statut juridique pour les réfugiés en Côte d'Ivoire, entre autres mesures importantes prises au cours du Conseil des ministres qui s'est tenu hier mercredi au Palais présidentiel. Conseil des ministres présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara. Retour sur les conclusions de ce conseil tout de suite en ouverture de ce journal. Dans le fil de l'actualité, ces audiences qu'a accordé le vice-président de la République Tiemokom Eliette Koné à Adama Big Togo, le nouveau président de l'Assemblée nationale, ainsi qu'à l'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, Jobs von Kitschmann. Dans cette édition, nous ferons le point de ces échanges. Victime de violences conjugales, une femme a perdu l'usage de ses membres. Internée au centre hospitalier universitaire de Trècheville, au service des urgences, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassene Batouré, lui a rendu visite. Reportage à suivre également dans ce journal. Voilà pour l'essentiel. Bonjour à tous et merci de nous suivre. Conseil des ministres, nous le disions à l'instant, s'est tenu hier mercredi au Palais présidentiel sous la présidence du chef de l'État, Alassane Ouattara. Au terme de ce Conseil des ministres, l'on note l'adoption de plusieurs mesures, au nombre desquelles l'immatriculation des professionnels des filières agricoles, la création d'un statut juridique pour les réfugiés en Côte d'Ivoire. Les points de ce Conseil avec Viviane Haïma. 3 projets de loi, 6 projets de décret et 3 communications ont été adoptés par le Conseil des ministres réuni ce mercredi 8 juin 2022 sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Au nombre des projets de loi, on retient le projet de loi portant statut de réfugié qui vient combler un vide en ce qui concerne la législation en la matière en Côte d'Ivoire. Il y avait un flou. On n'avait pas de statut dans notre pays d'asile. Donc ce texte vient justement combler ce vide et nous permettre donc de pouvoir avoir un statut d'asile et avec tous les avantages, tous les dispositifs qui vont avec. Si vous vous souvenez, lorsque notre pays a reçu au cours des années 90 des réfugiés, ils ont été quasiment accueillis dans les villages chez l'habitant. Ils n'ont pas eu de statut véritablement. Aujourd'hui, ce texte vient combler ce vide en permettant au pays d'avoir un dispositif qui permet d'encadrer les réfugiés et ceux qui viennent demander asile. Le Conseil des ministres a en outre pris la décision de mettre de l'ordre au sein de la Corporation des professions agricoles. Ainsi, l'exercice du métier d'agriculteur sera désormais soumis à une immatriculation. Il s'agit, comme cela se fait partout, de réglementer les professions agricoles. Vous vous souvenez, il y a quelques mois, un ensemble de textes avait été adopté concernant le ministère de la Culture pour pouvoir réglementer le secteur des artistes, le secteur des acteurs. Il est important que notre pays s'organise et qu'en ce qui concerne les différentes activités, je dirais, professionnelles, il y ait des réglementations. À l'époque, ce décret avait permis donc de dire qui est acteur, qui est artiste, afin de pouvoir organiser cette filière et permettre à tous ceux qui exercent dans cette filière de pouvoir bénéficier des offres et services qui peuvent être mises à leur disposition. Il en est de même pour la profession agricole. Il y a une loi d'orientation agricole en Côte d'Ivoire qui a été prise et cette loi exige d'organiser la profession agricole. C'est ainsi que 11 branches ont été définies et les agriculteurs seront classés par rapport à ces branches-là. Et inévitablement, une fois qu'ils appartiendront officiellement à la profession d'agriculteur, ils pourront bénéficier de tous les services auxquels les agriculteurs ont droit. Donc cela veut dire que si vous voulez bénéficier de toutes les disponibilités, de tous les services que l'État met à la disposition des agriculteurs, il faut que vous soyez identifié, référencé comme tel. Sinon, vous ne pourrez pas en bénéficier. Donc, est-ce que c'est une obligation? Je pense qu'il est de leur intérêt de se faire immatriculer pour pouvoir bénéficier de tous les services que l'État mettra à la disposition
des agriculteurs. Le mois de juin qui marque la fin de l'année scolaire et universitaire et ouvre le cycle des examens, le Conseil des ministres a adopté toutes les dispositions nécessaires concernant les examens à grand tirage que sont l'entrée en sixième, le BEPC, le bac. La session 2022 des examens à grand tirage, prévue du 7 juin 2022 au 25 juillet 2022, enregistre 1 582 346 candidats, dont 703 948 candidats pour le CEP, 533 608 candidats pour le BEPC et 14 223 pour les tests d'orientation en classe de seconde, et enfin 330 567 candidats pour le baccalauréat. Ces candidats sont tous répartis dans 4013 centres au total sur toute l'étendue du territoire. Le calendrier détaillé donc de ces examens à grand tirage se présente comme suit. Pour le CEP, les épreuves écrites sont prévues pour le mardi 7 juin 2022 et les proclamations des résultats sont pour le 21 juin 2022. En ce qui concerne le BEPC, les épreuves orales ont commencé donc ce mercredi 8 pour se terminer le samedi 11 juin 2022. Les épreuves écrites auront lieu du lundi 13 au vendredi 17 juin 2022 et la proclamation des résultats est prévue pour le mardi 5 juillet 2022. En ce qui concerne les tests d'orientation en classe de seconde, les épreuves orales commencent donc le mercredi 13 pour finir donc le 15 juin 2022. La proclamation des résultats est prévue pour le 5 juillet 2022. En ce qui concerne le baccalauréat, les épreuves orales sont prévues commencer le 21 juin pour se terminer donc le vendredi 1er juillet. Pour les épreuves écrites, elles sont prévues du lundi 4 juillet au vendredi 8 juillet et les résultats sont prévus pour être proclamés le 25 juillet 2022. Le prochain Conseil des ministres se tiendra le 22 juin. Le vice-président Timoko Méliès-Koné qui a accordé une audience au nouveau président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo. D'autant que juste après son élection, Adama Bictogo, le nouveau président de l'Assemblée nationale, a été reçu en audience par le chef de l'État. Juste après cette audience que lui a accordée le chef de l'État, c'est donc le vice-président Timoko Méliès-Koné qui reçoit le nouveau président de l'Assemblée nationale. Les deux hommes se sont donc entretenus. Le vice-président de la République, Timoko Méliès-Koné, qui a reçu également en audience l'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, Jobs von Kirchmann. On fait le point de cette audience avec Viviane Haïma. L'ambassadeur de l'Union européenne, Jobs von Kirchmann, a félicité le vice-président Koné Timoko Méliès pour sa nomination. Il lui a réaffirmé par la même occasion l'excellence des relations de coopération entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire. On a un peu parlé d'abord de l'Union européenne et justement de cette relation qui est une relation qui s'est changée pendant ces dernières années vers un vrai partenariat où aujourd'hui on suit la Côte d'Ivoire dans ses stratégies, dans ses visions et on les fait avec grand plaisir parce que ça s'inscrit aussi dans les valeurs et dans les intérêts qu'on partage avec la Côte d'Ivoire. Après, on a parlé globalement de la situation économique. Récemment, on a vu avec grand intérêt que la Côte d'Ivoire était reclassée, a monté un classement économique par Bloomfield, qui maintenant est un risque faible pour l'investissement. Donc, justement, j'ai posé la question, comment est-ce possible ces avances qui étaient faites surtout au niveau macroéconomique? Et le vice-président a bien expliqué que c'était vraiment un ensemble de la politique monétaire qui était menée par l'UEMOA, ensemble avec la politique économique de la Côte d'Ivoire, qui a permis
une croissance directement après le Covid de plus que 7%. Une telle performance réalisée en très peu de temps après la grave crise sanitaire engendrée par la Covid-19 a félicité l'ambassadeur de l'Union européenne. Et comme on a pu le suivre à l'instant, c'était l'audience accordée par le vice-président à l'ambassadeur de l'Union européenne, Jobs von Kirchmann. À présent, retour sur cette audience en image, bien sûr, qu'a accordé le vice-président Timoko Bilietkone au nouveau président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, aussitôt élu après avoir justement été reçu par le président de la République, Alassane Ouattara. Il est allé donc rencontrer le vice-président. Les deux personnalités ont donc échangé. Retour donc sur le premier titre de cette édition. Nous le disions à l'instant, ce Conseil des ministres qui s'est tenu hier mercredi au Palais présidentiel, Conseil des ministres présidé par le chef de l'État. Retour sur les conclusions de ce Conseil avec Viviane Aïma. 3 projets de loi, 6 projets de décret et 3 communications ont été adoptés par le Conseil des ministres réuni ce mercredi 8 juin 2022 sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Au nombre des projets de loi, on retient le projet de loi portant statut de réfugié qui vient combler un vide en ce qui concerne la législation en la matière en Côte d'Ivoire. Il y avait un flou. On n'avait pas de statut dans notre pays d'asile. Donc ce texte vient justement combler ce vide et nous permettre donc de pouvoir avoir un statut d'asile et avec tous les avantages, tous les dispositifs qui vont avec. Si vous vous souvenez, lorsque notre pays a reçu au cours des années 90 des réfugiés, ils ont été quasiment accueillis dans les villages chez l'habitant. Ils n'ont pas eu de statut véritablement. Aujourd'hui, ce texte vient combler ce vide en permettant au pays d'avoir un dispositif qui permet d'encadrer les réfugiés et ceux qui viennent demander asile. Le Conseil des ministres a en outre pris la décision de mettre de l'ordre au sein de la Corporation des professions agricoles. Ainsi, l'exercice du métier d'agriculteur sera désormais soumis à une immatriculation. Il s'agit, comme cela se fait partout, de réglementer les professions agricoles. Vous vous souvenez, il y a quelques mois, un ensemble de textes avait été adopté concernant le ministère de la Culture pour pouvoir donc réglementer le secteur des artistes, le secteur des acteurs. Il est important que notre pays s'organise et qu'en ce qui concerne les différentes activités, je dirais, professionnelles, il y ait des réglementations. À l'époque, ce décret avait permis donc de dire qui est acteur, qui est artiste, afin de pouvoir organiser donc cette filière et permettre à tous ceux qui exercent dans cette filière de pouvoir bénéficier des offres et services qui peuvent être mises à leur disposition. Il en est de même pour la profession agricole. Il y a une loi d'orientation donc agricole en Côte d'Ivoire qui a été prise et cette loi exige d'organiser la profession agricole. C'est ainsi donc que 11 branches ont été définies et les agriculteurs seront classés par rapport à ces branches-là. Et inévitablement, une fois qu'ils appartiendront officiellement à la profession d'agriculteur, eh bien, ils pourront bénéficier de tous les services auxquels les agriculteurs ont droit. Donc, cela veut dire que si vous voulez bénéficier de toutes les disponibilités, de tous les services que l'État met à la disposition des agriculteurs, il faut que vous soyez identifié, référencé comme tel. Sinon, vous ne pourrez pas en bénéficier. Donc, est-ce que c'est une obligation? Je pense qu'il est de leur intérêt de se faire immatriculer pour pouvoir bénéficier de tous les services que l'État mettra à la disposition donc des agriculteurs. Le mois de juin qui marque la fin de l'année scolaire et universitaire et ouvre le cycle des examens, le Conseil des ministres a adopté toutes les dispositions nécessaires concernant les examens à grand tirage que sont l'entrée en 6e, le BEPC, le bac. La session 2022 des examens à grand tirage prévue du 7 juin 2022 au 25 juillet 2022 enregistre
1 582 346 candidats, dont 703 948 candidats pour le CEP, 533 608 candidats pour le BEPC et 14 223 pour les tests d'orientation en classe de seconde, et enfin 330 567 candidats pour le baccalauréat. Ces candidats sont tous répartis dans 4 013 centres au total sur toute l'étendue du territoire. Le calendrier détaillé donc de ces examens à grand tirage se présente comme suit. Pour le CEP, les épreuves écrites sont prévues pour le mardi 7 juin 2022 et les proclamations des résultats sont pour le 21 juin 2022. En ce qui concerne le BEPC, les épreuves orales ont commencé donc ce mercredi 8 pour se terminer le samedi 11 juin 2022. Les épreuves écrites auront lieu du lundi 13 au vendredi 17 juin 2022 et la proclamation des résultats est prévue pour le mardi 5 juillet 2022. En ce qui concerne les tests d'orientation en classe de seconde, les épreuves orales commencent donc le mercredi 13 pour finir donc le 15 juin 2022. La proclamation des résultats est prévue pour le 5 juillet 2022. En ce qui concerne le baccalauréat, les épreuves orales sont prévues commencer le 21 juin pour se terminer donc le vendredi 1er juillet. Pour les épreuves écrites, elles sont prévues du lundi 4 juillet au vendredi 8 juillet et les résultats sont prévus pour être proclamés le 25 juillet 2022. Le prochain Conseil des ministres se tiendra le 22 juin. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, est arrivée hier après-midi à Brazzaville, capitale politique de la République du Congo. Elle a été accueillie par Antoinette Sassou Nguesso, première dame de la République du Congo et présidente de l'Organisation des premières dames d'Afrique pour le développement, l'OBDAD, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Congo et des membres de la communauté ivoirienne basée dans ce pays. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, prendra part à la 26e Assemblée générale de l'OBDAD, l'Organisation des premières dames d'Afrique pour le développement, qui se tiendra les 9 et 10 juin au centre de conférence internationale de Kintélé, une commune située au nord de la ville de Brazzaville. Notons que plus d'une dizaine de premières dames d'Afrique sont attendues à ces assises donc, dont les travaux seront marqués par l'élection de la nouvelle présidente de l'OBDAD. Ici en Côte d'Ivoire, le Premier ministre Patrick Achi a reçu en début de journée ce jeudi une délégation de la Confédération africaine de football conduite par son secrétaire général Mosengo Obaveron. La primature, la séance de travail a été l'occasion pour l'institution de remettre le cahier de charge de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 à l'État de Côte d'Ivoire, mais surtout de dire sa satisfaction pour ce qui concerne l'évolution des travaux engagés dans le cadre de cette compétition. Alexis Ouedraogo. En juin 2023, la Côte d'Ivoire abrite la CAN. Les travaux pour accueillir l'événement vont bon train. Ce jeudi, à la primature, le secrétaire général de la Confédération africaine de football a été reçu par le chef du gouvernement. Véron Mosengo Mba a remis aux autorités le cahier de charge de ce rendez-vous. Donc, les trois instruments sont les lettres de garantie du gouvernement qui soutient et s'engage auprès de la fédération pour la livraison de la CAN 2023. Et puis le contrat d'accueil, comme on dit en anglais, host agreement, qui mentionne les conditions et termes d'organisation de la CAN. Et puis évidemment, le document final qui confirme cet engagement qui va être signé, qui crée aussi les LOC, qui signe entre le LOC, la fédération et puis le gouvernement. La CAF se dit par ailleurs très satisfaite de l'état d'avancement des travaux en cours. On aura une CAN exceptionnelle. Je dis pas ça parce que je suis ici. Les indices d'une compétition exceptionnelle, des engagements des autorités, l'engagement sans faille, la qualité des infrastructures et puis évidemment l'accueil de son peuple. Donc avec ces ingrédients, on peut avoir une CAN qui est magnifique.
Patrick Hachi lui réaffirme la détermination du chef de l'État et celle du peuple ivoirien à offrir au continent une CAN exceptionnelle. Et restant dans le contexte du football, la Côte d'Ivoire, vous le savez, va abriter la CAN 2023 de football. Les éléphants ont entamé les phases éliminatoires à Yamoussoukro, un séjour mis à profit pour toute l'équipe, avec à sa tête le président de la Fédération ivoirienne de football, Idriss Yassine Diallo, pour aller s'incliner sur la tempe de feu le président Félix Houphouët-Boigny, le tout premier capitaine des éléphants. Voyons cela avec Kader Sogodogo. Résidence de feu le président Félix Houphouët-Boigny. Les éléphants footballeurs conduits par le président de la fédération, Idriss Yassine Diallo, sont accueillis par Nana Boigny Ndri III, chef canton des Akoué. Ils sont en pèlerinage sur la tombe de feu le président Félix Houphouët-Boigny, celui-là même qui fut le tout premier capitaine des éléphants. À plusieurs titres, c'est un lieu historique. Donc je pense que vous êtes venus vous incliner sur sa tombe, vous inspirer de sa mémoire et recueillir ses bénédictions. Et je pense que vous l'aurez. Vous les aurez tous. En tout cas, soyez le bienvenu. Sentez-vous chez vous. Vous êtes dans la maison de votre grand-père. Après les civilités d'usage, dirigeants, staff technique et joueurs vont prendre la direction du tunnel pour accéder au caveau où repose à jamais le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne et modèle. Une visite remplie de symboles pour le président de la Fédération ivoirienne de football. Il était important pour nous, en ce début de campagne, pour aller vers la CAN 2023, de venir confier toute l'équipe, les encadreurs, les joueurs, le staff, confier toute l'équipe au président Félix Houphouët-Boigny. Nous lui demandons de nous accompagner dans cette mission difficile, mais pas impossible. Et comme la symbolique est que j'ai été élu ici à Yamoussoukro le 23 avril dernier, le premier match que nous faisons avec l'équipe de Côte d'Ivoire se fait ici à Yamoussoukro. Tout pour nous part de Yamoussoukro. Et tout pour nous, Inch'Allah, reviendra à Yamoussoukro. Les joueurs ne sont pas en reste. Oui, c'est très important de saluer sa mémoire pour ce qu'il a fait pour le pays, la nation et pour ce qu'il représente pour la Côte d'Ivoire entière. Je pense que c'est très important et je pense que c'était important de débuter par là. La joie des descendants de feu le président Félix Houphouët-Boigny est visible. Marx Alain Gradel, lui, était très heureux de retrouver un vieil ami qui a pu lui remettre son numéro de téléphone. Le coup de fil de Gradel est très attendu par Petit Boigny. C'est son nom. Et justement, dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, la Côte d'Ivoire sera opposée ce jour Lesotho. L'affiche donc à suivre, Côte d'Ivoire, Lesotho, c'est sur le coup de 17h GMT et ce sera au stade d'Hamptonville à Johannesburg. On continue donc cette édition pour parler justement de durabilité dans la croissance économique et l'environnement et surtout d'accréditation. C'est le thème retenu pour la commémoration de la Journée mondiale de l'accréditation, commémorée donc ce 9 mai. Dans le cadre de la commémoration de cette Journée mondiale de l'accréditation, le gouvernement, par la voix du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, s'est prononcé. Suivons ensemble ce reportage de Lancine Bakayoko. L'accréditation a pour but de rendre fiables les prestations et services fournis par des organismes accrédités et de procurer une confiance dans la conformité des produits. Pour cette année 2022, au cœur des réflexions, la problématique de la durabilité dans la croissance économique et l'environnement. En effet, le monde est aujourd'hui confronté au défi de concilier l'impératif devoir de sauvegarde de l'environnement avec l'incontournable besoin de promouvoir la croissance économique en tant que facteur de création d'emplois et de richesses. Car il n'est plus possible d'envisager la croissance économique sans tenir compte des exigences environnementales. Il s'agit pour les États, notamment africains, de promouvoir l'accréditation des organismes d'évaluation comme outil stratégique en vue de répondre aux défis liés à l'ouverture des marchés avec l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine, ZELCAF. Au niveau de la Côte d'Ivoire, la mise en place du système régional d'accréditation par le biais du SWAC a fortement contribué à renforcer l'infrastructure nationale de la qualité portée par la loi du 23 décembre 2013 relative à la normalisation et à la promotion de la qualité et à renforcer le nombre de laboratoires accrédités. En effet, 16 des 33 laboratoires accrédités par le SWAC
sont des laboratoires ivoiriens. Malgré ces résultats encourageants enregistrés par le SOAC, Système ouest-africain d'accréditation, il reste que le rôle de l'accréditation dans la compétitivité des entreprises n'est pas encore intégré. Le gouvernement continuera à œuvrer pour assurer le développement des activités d'accréditation dans notre pays afin de créer les conditions de la fiabilité des prestations et services fournis par les organismes d'évaluation de la conformité aux acteurs économiques et aux consommateurs. En plaçant sur la même balance les besoins de croissance économique et la nécessité de sauvegarder l'environnement, la Côte d'Ivoire cherche à faciliter l'accès aux marchés mondiaux tout en réduisant les coûts supplémentaires induits par les exigences de contrôle des produits une fois arrivés à destination. Troisième titre de cette édition, direction à présent le centre hospitalier universitaire de Treichville, où la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Anna Séléma Touré, s'est rendue au service des urgences. Elle est allée visiter une femme victime de violence conjugale. Cette femme a perdu l'usage de ses membres. Aïcha Ouattara, Didier Nguessan. C'est la mort dans l'âme que Nassénéba Touré, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, s'est rendue au service des urgences du CHU de Treichville. Elle vient s'enquérir de l'état de santé de cette dame, battue par son mari au point de perdre l'usage de ses membres inférieurs. C'est un cas très grave qui est survenu dans la sous-préfecture de Boisflé, où elle a été victime de violences conjugales qui l'a amenée dans un état de paralysie totale. Elle est dans un état critique. Et dès qu'elle a été transférée ici, nous sommes rentrés en contact avec le ministre de la Santé qui a appelé ses services pour une prise en charge totale de la victime. L'auteur de ces blessures est sous les verrous. En cas d'une telle situation de violence, nous avons 2 numéros verts, le 1308 et le 116, que vous pouvez appeler gratuitement pour pouvoir signaler ces cas. L'implication des populations, aussi bien victimes que témoins de violences, dans la dénonciation de celles-ci est fortement recommandée afin de lutter efficacement contre les violences basées sur le genre, qu'elles soient physiques ou morales. Comment évolue la Covid-19 en Côte d'Ivoire? À suivre dans un instant le point de cette évolution. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle a enregistré hier mercredi 8 juin 2022 31 nouveaux cas de Covid-19 sur 797 échantillons prélevés, soit 4% de cas positifs, 19 guéris et 0 décès. À la date du 8 juin 2022, la Côte d'Ivoire compte donc 82 347 cas confirmés, donc 81 484 personnes guéries, 799 décès et 64 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 529 203. Le 7 juin 2022, 67 402 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 14 243 079 doses du 1er mars 2021 au 7 juin 2022. Et on change de registre pour parler à présent de ces réflexions qui sont engagées en ce moment sur le schéma de gouvernance du Grand Abidjan. Le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, Robert Begré-Mombé, a procédé à l'ouverture hier mercredi d'un atelier de réflexion sur la question. Cet atelier s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'intégration Port-Ville du Grand Abidjan, initié par le gouvernement ivoirien et la Banque mondiale. Khalil Diomandé, Godefroy Okambawa. Étudier la faisabilité de la mise en place d'une structure et d'un schéma de gouvernance du Grand Abidjan, c'est à cet exercice que se prêtent les parties prenantes du projet d'intégration Port-Ville du Grand Abidjan, PACOGA. En fait, le Grand Abidjan, c'est un espace pour lequel aujourd'hui il n'existe aucune structure de gouvernance. Et donc la question, c'est est-ce qu'il faut établir une structure à cette échelle-là? La deuxième question, c'est quel type de structure? Pour l'instant, on ne sait pas, on a quelques hypothèses. Le présent atelier vise donc les objectifs ci-après, restituer et valider le diagnostic de la gouvernance actuelle du Grand Abidjan et analyser les différents scénarios proposés par le consultant et retenir les schémas de gouvernance adaptés au Grand Abidjan. Pour le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, cet exercice revêt d'une importance capitale et nécessite d'être traité avec minutie. Le Grand Abidjan a près de 4000 km²,
il y a plus de 7 millions d'habitants, ce qui représente un peu plus de 51% de la population urbaine de Côte d'Ivoire. Nous devons tout faire pour que on puisse tirer au maximum profit de l'interaction que les instruments spatiaux de ce grand Abidjan peuvent offrir à la Côte d'Ivoire. Imaginez demain que nous ayons des logements sociaux à Dabou, à Alépé, et qu'il y ait des trains à grande vitesse qui relient ces grandes villes-là à Abidjan. En moins de 20 minutes, vous êtes à Abidjan. Donc ça va demander du travail aux ingénieurs. À l'issue de cet atelier, un document comportant les propositions relatives à la gestion du Grand Abidjan sera mis à la disposition des autorités gouvernementales pour analyse et adoption. Le projet d'intégration port-ville du Grand Abidjan, PACOGA, a été initié par l'État de Côte d'Ivoire et la Banque mondiale pour un coût global de 217 milliards de francs CFA. Le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme forme les promoteurs et agents immobiliers sur les risques de blanchiment d'argent et les dispositions de la loi qui régissent le secteur de l'immobilier. Le secteur de l'immobilier, vous le savez, engrange énormément de capitaux. Et dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux, le ministère de la Construction, du Logement a jugé bon et bien d'engager cette sensibilisation à l'intention des acteurs de ce secteur. Didier Nguessan. La construction est un secteur vulnérable au blanchiment de capitaux en Côte d'Ivoire. Le bâtiment attire d'importants capitaux dont l'origine n'est pas toujours licite. Cette formation vient outiller les promoteurs et agents immobiliers. Les gens qui font des achats en cash, qui achètent des terrains ou des immeubles en cash, du liquide, et on ne sait pas quelle est l'origine de ces fonds. D'où vient cet argent? Mais bon, il achète un immeuble avec, on met en location l'immeuble et les loyers de ces locations passent sur des comptes bancaires. Si l'origine était par exemple terroriste, le résultat, les loyers sont eux blanchis. Ils circulent normalement dans l'économie. Les promoteurs complaisants sur la traçabilité des fonds de leurs clients se rendent ainsi complices de blanchiment de capitaux pouvant aller jusqu'au financement du terrorisme. Quand les clients viennent vers nous, d'abord, nous essayons de nous renseigner d'abord, surtout quand ils parlent de payer en espèces. Bon, tout de suite, on se renseigne, on arrête d'abord la transaction et on voit qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qui peut lui permettre de payer en espèces. Sur une échelle de 0 à 1, les risques dans l'immobilier sont estimés à 0,95, selon une étude du ministère de la Construction. Lorsqu'il y a des soupçons, vous avez entendu parler de déclaration d'opération de soupçons. Ces soupçons-là sont transmis à la cellule nationale de traitement des informations financières. Cellule qui est mieux outillée à enquêter et à déterminer s'il y a des sources non indiquées à l'obtention des financements en question. Et si cela était prouvé, les sanctions vont au-delà de la non-délivrance du permis. L'assainissement du secteur de la construction, outre les démolitions de bâtiments à risque pour les locataires, s'étend également au mode de financement. Il faut redonner vie à notre couvert forestier, et cela, l'Amicale des forestiers intégrés 2012 l'a bien compris. Cette amicale a organisé une cérémonie de planting d'arbres, une action qui s'inscrit dans le cadre des actions de lutte contre la désertification menées au quotidien par le ministère des Eaux et Forêts. Pour la conduite de cette action qui concerne la zone industrielle de Yamoussoukro, l'Amicale des forestiers intégrés 2012 a bénéficié du soutien du ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME. C'est ce que nous dit Kader Sokotoko. Zone industrielle de Yamoussoukro, route de Saint-Fra. Une superficie de 1 hectare, octroyée par le ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME à l'Amicale des forestiers intégrés 2012. Ces agents des eaux et forêts ont au cœur de leurs activités le reboisement. Le faisant, initiateurs et responsables des eaux et forêts ont la même vision, lutter contre la destruction du couvert forestier ivoirien. Toute la population est invitée à faire comme nous parce que la forêt ne fait que disparaître de jour en jour. Et il est important pour chaque Ivoirien de planter un arbre. Parce que l'arbre, c'est l'avenir de demain. Il faut dire à l'image de toute la Côte d'Ivoire, la région de Yamoussoukro connaît une déforestation à un taux très élevé. Aujourd'hui, on parle de moins de 20% de la couverture forestière en Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire, c'est aussi Yamoussoukro. Donc l'urgence est signalée pour que les autorités et l'ensemble de la population puissent vraiment se mettre à l'œuvre pour la restauration du couvert forestier. Pour cette opération de reboisement, les forestiers ont un invité de marque, Moulay Traoré dit Ben Badi, conseiller économique, social, environnemental et culturel. Il partage l'initiative. Tout ce qui concerne l'environnement, c'est important et il est toujours important
d'apporter sa modeste contribution. Et je serai là tant qu'ils auront besoin de moi. Face à la dégradation avancée des forêts en Côte d'Ivoire, le gouvernement, depuis 2019, exécute le projet Un jour, 50 millions d'arbres. Le défi est lancé. Le directeur de la société ivoirienne de télédiffusion IDT, Benoît Adama Yeo, était l'invité de la tribune de rencontre d'échange hebdomadaire du Centre d'information de communication, le CICG, gouvernemental dénommé Tout savoir sûr. Au cours des échanges qui ont prévalu à cette tribune, le directeur de la société ivoirienne de télédiffusion a fait le point du niveau de déploiement de la télévision numérique terrestre et de l'extinction du signal analogique sur l'ensemble du territoire national. Aïcha Ouattara et Jean-Marc Léger nous en parlent. La télévision numérique terrestre, TNT, désormais opérationnelle en Côte d'Ivoire. Information spéciale reçue de Benoît Adama Yeo, directeur de la Société ivoirienne de télédiffusion IDT, à l'occasion de la tribune du CICG. À ce jour, ce sont au total 33 sites mis en service et un seul site en cours de finalisation à Niangbo. 94% représente le taux de couverture de la TNT sur toute l'étendue du territoire national. Le taux de pénétration au niveau des foyers a déjà dépassé la moyenne avec un taux de 68%. Au regard de ces statistiques, les voyants de l'opération de déploiement de la TNT sont ouverts, selon le directeur de IDT. Il y a ce qu'on appelle les zones blanches. Ce sont des zones qui sont difficiles en couverture TNT. Et donc on fait un traitement spécial pour ces zones-là. Donc ça, nous allons axer tous nos efforts pour justement essayer de couvrir ces zones blanches-là, parce que c'est effectivement un défi pour nous. Lancée officiellement le 8 février 2019, la TNT prend en compte 7 chaînes de télévision. La Société ivoirienne de télédiffusion projette accroître le nombre des opérateurs au vu de la libéralisation de l'espace audiovisuel effective depuis décembre 2019. Et dans l'actualité internationale, on visite à Kinshasa. Le roi Philippe de Belgique s'est rendu au nouveau musée national de Kinshasa. Durant l'événement, un masque a été rendu à la République démocratique du Congo en présence du président Tshisekedi. Puis les deux dirigeants ont prononcé des discours dans lesquels le passé colonial et l'avenir économique ont été abordés sans détour. Notons que le roi Philippe de Belgique a réaffirmé ses plus profonds regrets pour les blessures du passé, des regrets qu'il avait déjà formulés par écrit dans une lettre au président Félix Tshisekedi il y a 2 ans, à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance. C'était alors une première historique. Et c'est sur cette information que se referment les pages de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bon début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.